Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ce qui était fatigant, ce qui était dur, c'était pas tant le temps de travail et les interactions au travail, etc., mais c'est la quantité de problèmes à gérer. Et en fait, le fait d'avoir une bonne mission claire, des objectifs clairs pour les équipes, un plan d'action clair, permet d'éluder peut-être 90% des problèmes. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Salut Jean. Salut Vincent. Merci de m'accueillir. De bon matin. On enregistre un vendredi 13, j'espère que ça nous portera plus chance que malheur. On est dans tes locaux chez Collectif qui sont superbement cachés au fond d'une petite cour, rue du Faubourg-Saint-Denis, donc c'est vraiment le top. Pour commencer, et sans transition, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens qui nous écoutent sachent qui tu es? Tout à fait, et merci beaucoup pour cette invitation, très flattée. Donc moi c'est Jean, CEO et cofondateur de Collective, qui est une entreprise que j'ai lancée il y a un peu moins de 2 ans, avec 2 associés et l'appui d'un startup studio qui est eFounders, pour ceux qui connaissent. J'ai un passé de consultant en stratégie, fait un peu moins de 3 ans chez McKinsey, un cabinet qui a plutôt la presse en ce moment, oui. Pas forcément pour les bonnes raisons. Non, mais qui a aussi la réputation d'être une pépinière de fondateurs d'extraordinaires startups par la suite. Une très bonne école à minima. Aucun regret et j'ai fait ça à l'issue d'un parcours école de commerce avec un master en école d'ingé, toujours très orienté autour du monde des startups, du VC, ayant travaillé un peu chez Kerala qui est le premier investisseur de Malte, ce détail a son importance. Bien sûr. Et un peu de freelancing après un passage à l'école 42. Donc ça c'est moi dans les grandes lignes académico-professionnelles, également été militaire dans la réserve pendant 3 ans, très musicien, notamment organiste et pianiste, et marié depuis peu. Félicitations. Voilà, j'ai grandi à Toulon, deuxième d'une famille de 9 enfants. Et dis donc 42, école de commerce, école d'ingénieur, réserviste, musicien, entrepreneur. Freelance, hyper actif, non? Oui, assez actif. Très actif, ce qui doit être hyper utile dans ton métier. Et alors justement, on va revenir sur Collective et le fait que tu l'aies monté justement il y a un peu moins de 2 ans et que ça s'est sorti hyper vite. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer Collective et comme si j'y connaissais rien, ce qui pour le coup incidemment n'est pas le cas puisque c'est quelque chose qui me touche directement. Mais, tout à fait. Et je te propose de partir un peu du point de départ. Carrément. Et le point de départ, c'était au moment du Covid, du premier confinement. J'étais gagné d'envie de monter une boîte. Et je me suis tourné vers un secteur qui me fascinait énormément, qui était le secteur du freelancing. Et le fait qui était assez évident, c'est que le travail indépendant a explosé au cours des 10 dernières années et que c'est une tendance qui devrait manifestement se poursuivre dans les années à venir. Et en creusant un petit peu la tendance et en parlant à beaucoup d'indépendants autour de moi, je me suis aperçu que de plus en plus d'indépendants faisaient un peu le souhait de collaborer, de travailler avec des potes sur des missions à plusieurs pour mettre en commun leur réseau, leurs compétences, leur méthodologie, soucieux de travailler sur des projets de plus grande ampleur et surtout dans un environnement de travail plus enthousiasmant parce qu'en équipe. Et c'est un peu dans cette mouvance de marché que se sont formés énormément de collectifs, mais aussi de squads, de studios d'indépendants, de communautés d'indépendants, de réseaux d'indépendants. Donc autant de terminologie que de réalité, in fine, mais un dénominateur commun qui est vraiment cette volonté de collaborer, travailler en équipe. Et en fait, en prenant un peu de recul sur la tendance, on a été très vite, quand je dis on, c'est avec mes associés eFounders, on a été très vite convaincu du potentiel de cette forme qui offre d'un côté aux indépendants le mariage un peu inédit de la flexibilité, la liberté du freelance avec la force de frappe et le niveau de professionnalisation d'une entreprise traditionnelle. Et puis c'est une forme qui intéresse aussi beaucoup les entreprises désireuses d'externaliser des missions parce que assez véloce, flexible,
pluridisciplinaire dans sa forme, impactante, transparente et humaine. Tant et si bien qu'on s'est dit, cette forme qu'est le collectif d'indépendants, si elle est bien professionnalisée, bien outillée, bien exécutée, et ben c'est peut-être l'entreprise de service de demain. Et ce qui est toujours la difficulté quand c'est dans le collectif. Exactement. Parce que comme tu le dis, ça a énormément d'avantages et le seul problème que j'y vois entre guillemets, c'est que t'as pas des gens qui sont salariés à plein temps, qui vont t'aider sur tout ce qui est le support. Exactement. Et tout ça, tu dois te débrouiller pour le faire toi-même. Et c'est là Exactement. que ton outil vient un peu nommé, quoi. Exactement. Et c'est là qu'est née Collective, cette ambition de créer une forme d'entreprise as a service. Bon, le mot est dit, mais plus simplement une infrastructure logicielle permettant à n'importe quel indépendant de n'importe quel corps de métier, dans n'importe quelle géographie, de former ou de rejoindre un ou plusieurs collectifs. Cette infrastructure lui permettant de collaborer sur le devis, la facturation, le paiement, formaliser une offre commune, gérer un peu tout ce qui est la gouvernance du collectif, ses cooptations, les décisions à prendre de manière collégiale. Et on a adossé à ce SaaS une place de marché permettant aujourd'hui à peu près 1000 collectifs de recevoir quotidiennement des missions et en miroir à 2000 entreprises d'externaliser des projets. Et ce qui est très malin, l'un va nourrir l'autre. Exactement. Plus tu sais que tu vas pouvoir avoir des missions en tant que collectif, plus tu vas avoir un effet d'attraction, et à l'inverse, plus tu sais que les collectifs sont là, plus tu passes par là pour avoir ton one-stop shop et pouvoir faire cette émission, ce qui est génial. Les fameux effets de réseau. Exactement. C'est ce que tu maîtrises très bien et qui ont clairement dû beaucoup t'aider. Exactement. Et alors, du coup, ce qui m'a vraiment frappé chez Collectif, c'est vraiment la vitesse à laquelle vous êtes sortis. Je me rappelle quand tu as commencé à publier sur LinkedIn, il y a un peu moins de 2 ans, du coup. On en reparlera aussi, mais comment t'expliques que ça soit sorti aussi vite? T'as fait un post il y a quelques temps justement qui dit en 18 mois on est passé d'une Notion à une bonne trentaine de personnes. Ouais. Comment t'expliques ça? Ouais, alors il y a plein d'éléments. Et si je devais en mentionner 2, il y a un petit peu un élément culturel un élément de culture d'entreprise et je vais y revenir. Et puis un élément plus organisationnel sur lequel je vais un peu élaborer. Dans les prédispositions culturelles dans lesquelles on a toujours été, c'est que c'est un projet où on a une intuition de départ, c'est que le futur du travail tend vers ça. Et notre mission, c'est de le démontrer et c'est de le faire marcher. Et du coup, on est vraiment dans une disposition où on veut faire marcher le collectif, plus que dans une disposition où on doit comprendre si c'est le futur du travail. Et de ce fait, on a toujours été un peu dans un mindset un peu fake it until you make it. Donc, fait comme si c'était déjà le truc du moment pour que tu puisses finalement attirer beaucoup de gens à ça. On a toujours vraiment été dans une dynamique où notre mission était de faire marcher ce collectif et de l'activer à l'échelle. Et du coup, ça permet d'aller plus vite, de pas forcément passer trop de temps à étudier le marché, à le comprendre, mais plutôt d'essayer de le solutionner. Et du coup, j'en viens à mon deuxième point, c'est que on a eu un démarrage assez frugal, où en quelques semaines, quelques mois, on a fait un premier POC en no-code, donc une proof of concept, un premier produit fonctionnel, exactement très fonctionnel, permettant à des premiers indépendants de former leur petite équipe, avoir une petite page vitrine pour se présenter à leurs clients, etc. Permettre en miroir à des clients de déposer des projets. Et puis ça, c'est fait très rapidement, de telle sorte que assez vite on s'est mis dans une optique d'industrialisation. Et comme on avait un contenu qui était assez inédit, il y a pas forcément beaucoup de boîtes qui proposent ce modèle-là. rapidement, on a eu des marques d'intérêt assez fortes. Tu mentionnais les effets de réseau, mais plus tu as d'indépendants qui forment des collectifs, plus tu attires à eux des clients. Plus tu attires à eux des clients, plus ça attire de nouveaux indépendants par le bouche à oreille, etc. Tant et si bien qu'on a eu, après 6-8 mois d'activité, une vraie inflexion. Okay. On commençait à ne plus du tout connaître les freelances, à ne plus du tout connaître les clients. À un moment, j'ai fait le point sur le CRM. Il y avait une boîte qui faisait des peluches géantes, des gilets pare-balles, des toilettes, grossistes alimentaires. Tout, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, ok, le truc nous échappe. Il faut le consolider. Il faut faire un vrai produit éprouvé avec beaucoup de fonctionnalités, etc. Et c'est le moment où on a fait une levée de fonds pour accélérer.
Et ça nous a mené fin 2021, début 2022, à l'aube d'une année qui a été une année de croissance et d'exécution. Oui, c'est forcément une fois que t'as prouvé ton concept, justement. Exactement. D'ailleurs, tu dois dérouler et ça change complètement d'échelle. Exactement. Et donc, justement, t'as fait un peu le bilan de cette année-là, en partageant tes apprentissages. Ouais. Je vais pas revenir sur tout ton post, sur tous tes posts, ne t'inquiète pas. Mais là-dedans, il y a un truc qui me fait plaisir, évidemment, c'est que tu mets culture. Ouais. Vous ne travaillerez jamais assez sur votre culture. Et la manière dont on va irriguer votre branding, votre recrutement, votre discours commercial, etc. Tu te doutes que ça me fait plaisir. Ouais. Pourquoi c'était aussi important pour toi la culture et surtout pourquoi aussitôt? Parce que tu vois, nous on le voit, on a des clients qui viennent nous voir. Ouais. Il n'y a pas de règle, tu vois, mais qui viennent nous voir au passage à 50, au passage à 100. On a reçu quelqu'un sur ce podcast qui s'appelle Olivier Brouhan qui a attendu d'être 900 en sa boîte pour commencer à se poser la question de ses valeurs. Donc toi, pourquoi aussitôt et en quoi ça aide? Ouais, en fait, nous, on s'est rendu compte que la culture, c'était un élément fondamental dans le développement de collective. Parce que, comme évoqué un peu dans le post que tu mentionnes, elle a un impact immédiat sur le recrutement. C'est un prisme dans nos recrutements. Elle a un impact immédiat sur la manière dont on parle à nos clients, dont on échange entre nous, dont on design notre produit. Donc elle a un impact qui est immédiat sur à peu près toutes les équipes et tous les sujets de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'on a un projet qui a un sous-jacent culturel assez fort. Hein. On parle de créer faire émerger un nouveau modèle d'organisation du travail, permettre à des indépendants de travailler autrement, de manière transparente, horizontale. Des vraies convictions. Et donc effectivement, le projet a en lui-même des valeurs assez fortes qu'il faut embrasser à 100% pour être à bord et pour monter ce projet. Si quelqu'un n'est pas complètement en accord avec les sous-jacents culturels et les valeurs du collectif, du modèle du collectif, peut-être que demain il recrutera dans son équipe des gens qui pareil n'épousent pas le truc à 100%. Et en fait, des petites différences aujourd'hui peuvent être énormes. Et ça devient exponentiel, et surtout exactement. en rythme d'hypercroissance, complètement aligné avec et ça, on a eu de la chance de l'avoir en tête assez vite, fort aussi des conseils de nos investisseurs, D-Founders qui maîtrisent bien le sujet, de nos premiers employés aussi, parce qu'on a construit cette culture de manière assez collégiale et collaborative avec nos employés, et c'est toujours quelque chose qu'on a gardé au goût du jour et qu'on a à cœur de travailler avec nos employés. Alors justement, quand tu dis quelque chose qu'on a construit avec nos premiers employés, qu'on a à cœur de garder au goût du jour, concrètement, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement contrôler et exploiter cet actif qu'est ta culture, plutôt que le subir? Parce qu'en fait, tu auras une culture, quoi que tu fasses, c'est à toi de voir si tu décides d'en faire quelque chose ou pas. Ouais. Alors, il y a des garde-fous. On a énormément de temps d'équipe, de temps de partage qui nous permettent de faire remonter un peu ces sujets, d'impliquer les différents membres de la collective dans l'édification de notre culture. Tous les 15 jours, on a par exemple des collect time où on va évoquer ces sujets-là, la stratégie, la culture, les valeurs, etc. On va avoir aussi des collect trips, donc plutôt des off-sites. Il est bien ton boîte pour ça. Exactement, il y a plein de déclinaisons. Et le meilleur reste à venir. On a aussi des collect teufs, évidemment pour passer du temps ensemble. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on retravaille le sujet avec un axe qui peut être par exemple le design, le branding, la manière de pitcher le projet à nos clients, le style dans notre communication, etc., etc. Mais du coup, on a plein de garde-fous dans notre vie d'entreprise qui nous permettent de s'assurer qu'on retravaille le sujet en permanence. C'est hyper intéressant que tu le fasses sur un prisme. En gros, tu prends vraiment des piliers de ton activité qui sont hyper concrets. Exactement. Et au moment de travailler avec ton équipe, tu réamènes ces notions de fondamentaux culturels dedans. En fait, c'est exactement, pour être même très très factuel, à notre premier collect trip qui était dans la région de Lille, on devait être 5 ou 6. On a un de nos premiers employés que je salue comme un product designer d'excellence
qui a animé un premier workshop très orienté valeurs, culture d'entreprise. Okay. Donc un truc sur lequel on a passé, un atelier sur lequel on a passé au moins 2 heures avec des post-it, etc. Le collectif d'après, c'était plutôt un axe orienté, du coup, quel impact sur la brand, est-ce qu'on est plutôt fun, plutôt sérieux, comment on se positionne par rapport à notre concurrence, quel est un peu le minimum brand book qui en découle, etc. Et en fait, sans cesse, on retravaille le sujet, on s'assure que c'est une culture qui est vivante et qui est collaborative. Le prochain Collectrip, on devrait aussi, je livre un secret, mais travailler aussi ce sujet à nouveau. Super. Et Jean, j'allais te poser cette question-là. Comment parce que tu vois, tu travailles très tôt. Aujourd'hui, vous êtes 30. Tu passes de 5 à 30, ça fait quand même x6 sur ta taille de boîte. Donc, tu amènes des gens dans cette entreprise qui ont une personnalité, une individualité, des valeurs personnelles, un why personnel, etc. Et forcément, à ce niveau d'équipe, à cette échelle-là, la moindre addition va venir changer la dynamique d'ensemble. Et du coup, comment tu fais pour à la fois avoir formalisé des principes et ne pas trop y déroger et continuer à t'adapter et à inclure ces nouveaux qui arrivent finalement assez vite? En fait, dans chaque recrutement, et du coup il y en a eu beaucoup parce qu'effectivement on est passé à 5 à un peu moins de 30 en 6 mois et on continue de recruter, chaque entretien se termine par un cultural fit, donc un entretien qui est vraiment orienté culture. Très souvent, quand c'est un profil qui va avoir vocation à manager des gens, à être un petit peu leader dans l'entreprise, il va même rencontrer l'équipe sur un format de déjeuner, de café, etc. Et cette étape dans le recrutement, elle est fondamentale parce que elle nous permet de nous assurer qu'il y a une bonne alchimie sur l'aspect culture. Et donc ça, c'est déjà une première disposition qui nous permet de nous assurer qu'on peut grandir tout en gardant de l'homogénéité dans notre culture. Après, c'est évidemment beaucoup de gestion au quotidien, faire passer des feedbacks quand il le faut, reparler de la culture sur les temps d'équipe. C'est un peu comme ça qu'on maintient et qu'on fait vivre la culture. Et c'est honnêtement très dur. Bien sûr, c'est un travail de tous les instants. Exactement. Et ce que je trouve génial dans ce que tu as fait, c'est le fait de le faire tôt. Je sais pas si tu le remarques déjà ou pas, mais au final, normalement, tes premiers employés, et forcément ceux qui continuent d'arriver, assez vite vont devenir aussi dépositaires de cette culture que toi. Ce qui évite de faire peser cette charge uniquement sur les fondateurs. Ce qui, au début, est viable, tu peux voir tout le monde en recrutement. Même si typiquement, je sais pas combien tu vois de personnes pour un poste de head of, je sais pas comment tu les appelles, mais tu vas pas en voir qu'un, tu vas pas les voir qu'une fois, donc ça va faire quand même beaucoup de temps. Assez vite, t'as plus le temps, t'as besoin de pouvoir faire confiance. Oui, complètement. Ouais, non, c'est tout à fait vrai. Et du coup, comment quand tu recrutes, parce que j'imagine que c'est une pression pour toi aussi, tes premiers recrutements, comment tu faisais pour pas te tromper sur ces premiers talents qui arrivent? Sachant qu'il faut aussi être capable d'attirer les top guns que tu veux pour atteindre l'ambition que tu as pour ta boîte, quoi. Ouais, complètement. Déjà le fait de recruter à plusieurs avec mes associés nous aide à avoir des regards complémentaires sur un recrutement, un profil. Donc c'est un premier point, mais nos leads, nos head-off et managers, on les a choisis à plusieurs. Mes associés ont été systématiquement impliqués. Ensuite, tu l'évoquais, mais pour un recrutement clé, il m'est arrivé de voir entre 50 et 100 personnes pour en recruter une in fine. C'est vraiment, à la fois c'est énorme en termes d'investissement et si tu prends du recul en termes de ce que ça dit de toute l'attractivité de ta boîte, c'est extraordinaire pour une boîte complètement. Qui était encore très petite à l'époque. Oui, complètement. Mais ça a été le cas par exemple pour Rémi, qui est notre premier employé. Énormément d'itérations avant de trouver la bonne personne. Tu m'étonnes. Tu dois pas vouloir te rater. Exactement. Et donc ça, c'est un petit peu, je dirais, les deux éléments de réponse. C'est voir beaucoup de gens et puis les voir à plusieurs. Et puis ensuite, dans l'intégration des personnes à l'entreprise, les gens apprennent à travailler un peu avec nous sur notre modèle d'organisation, etc. Et du coup, on leur fait davantage confiance ensuite pour aller recruter eux-mêmes les gens de leur équipe. Ce qui est assez paradoxal, mais assez intéressant dans notre culture, c'est qu'on a une valeur forte qui est le look for difference, parce que c'est un peu la raison d'être d'un collectif. C'est allier des forces complémentaires, des compétences complémentaires, des styles complémentaires, des ADN complémentaires
pour faire quelque chose de plus grand, de plus large à l'échelle. Et nous, de toute façon, toutes les valeurs qui émanent du modèle collectif, elles transpirent aussi dans notre entreprise. Hein. Donc il y a le côté make it fun, avoir aussi équipe assez horizontale, hiérarchie assez horizontale, etc. C'est des choses qui sont assez fondamentales chez nous. Et le Look for Difference, il est intéressant parce que on se force et on aime ça à chercher des gens qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on fait des choses un peu différentes, qui sortent un peu des chantiers battus. Et pour autant, c'est très dur parce que on a toujours un peu un biais de sélection et on va toujours parler plus facilement à des gens qui nous ressemblent. Bien sûr. Et il est hyper intéressant cet angle-là parce qu'il nous force à nous challenger constamment sur chacun des recrutements et aller chercher des gens qui nous ressemblent pas. Et justement, tu vois, tu parles de cet aspect Look for Difference, tu parlais aussi de cette notion d'avoir une hiérarchie, une organisation assez flat. Ouais. Ça, typiquement, c'est à la fois des valeurs très incarnées, ouais. Et du coup, dans ton process de scale, ça peut mettre une certaine pression sur ces valeurs. C'est un truc que tu as ressenti, ça ? Pas directement. Il y a certaines catégories de métiers, notamment les métiers un peu en tension, où il y a peu de candidats, où ça complexifie un peu la tâche. Mais en fait, c'est toujours pour la bonne raison, parce que une personne qui ne passe pas le prisme valeur, culture d'entreprise finira par partir soit d'elle-même, soit par la force des choses. Donc en fait, ça rend l'exercice du recrutement un peu plus difficile. Hein. Il y a des gens qu'on ne choisit de pas recruter parce qu'on pense que ce sera pas un bon fit culturel avec l'entreprise, mais on pense que c'est pour les bonnes raisons. Oui, complètement. Ouais. Et c'est intéressant parce que je remets là en perspective le temps que tu y dédies. Tu parlais aussi tout à l'heure des rituels que vous pouviez avoir avec l'équipe, etc. Si je remets en perspective avec ce que doit être le rythme et ce qu'est le rythme d'une startup qui a une croissance exponentielle, enfin, comment tu concilies les deux et pourquoi c'est important de faire du temps alors que tu es dans un rythme complètement frénétique d'exécution qui doit être d'autant plus le cas depuis que tu as levé, depuis que tu as ton activité qui a explosé. Ouais, du coup, ta question, c'est comment pourquoi c'est important de garder, de sanctuariser du temps dans cette période d'exécution je dirais que je suis pas forcément le meilleur élève là-dessus parce que je travaille beaucoup par focus. Il y a des semaines où je vais faire beaucoup d'un truc, une semaine où je vais faire beaucoup d'un truc, et je suis plus de l'école où je m'adapte et ma to-do se renouvelle perpétuellement que j'ai des rituels très très définis. Je fais ce truc-là de telle heure à telle heure. Moi, ce dont je m'aperçois, c'est que j'ai bien souvent besoin de temps pour repenser un peu l'entreprise, les process, etc. C'est souvent ce que je fais le vendredi. Et en fait, du lundi au jeudi, je parle aux gens. Donc, je parle aux candidats, je parle aux employés, je parle à d'éventuels nouveaux clients, je parle à des freelances, je parle à la presse, à éventuellement des investisseurs, etc. Une journée type, c'est entre 10 et 15 calls de 30 minutes. Ouais. Du lundi au jeudi, généralement, j'ai pas un moment pour réfléchir. C'est vraiment que de l'exécution. Ça, c'est vrai que quand le cap, la stratégie, qui peut être une stratégie trimestrielle ou annuelle, est bien claire. Il y a toujours des phases de réajustement, et on sort d'une phase justement où on a été très très focalisé sur la stratégie, 2023 en l'occurrence. Mais sans ça, une semaine type chez Collective ressemble un peu à ça. Énormément d'échanges et d'exécutions du lundi au jeudi, et des temps de respiration le vendredi pour préparer la semaine qui suit. Et des rituels d'équipe qui vont avec. Exactement. Que je mets un petit peu dans les temps de partage. Super. Voilà. Et tu vois, on a beaucoup parlé de la croissance de ton équipe. Ouais. Ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est une croissance qui a été pareille avec celle de ton activité. Oui. C'est de 40 à 2000 clients. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Là, d'un point de vue beaucoup plus d'exécution, comment est-ce que tu as réussi à gérer cette double croissance équipe-activité ? Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu en retiens de tout ça ? C'est hyper dur. Il y a plein de choses qu'on
qu'on a appris chemin faisant. Tu m'étonnes. Le volet opération est très complexe parce que avec la croissance du nombre de collectifs, de clients, il y a de plus en plus d'imprévus, de choses qu'on apprend en avançant. La clé, c'est qu'on a des équipes qui ont un périmètre de travail qui est quand même bien détouré et qui savent bien ce qu'elles doivent faire au quotidien. Et dans lesquels on a une confiance aveugle. Je pense par exemple à notre équipe Ops, dont le métier est de gérer un peu l'imprévu, de gérer... C'est toujours un peu compliqué les Ops. Exactement. Je sais jamais vraiment ce que ça recoupe. Je comprends que c'est beaucoup gérer les problèmes, quoi. Exactement. D'ailleurs, amusant, parce que notre équipe Ops, maintenant, elle a des dépendances, Product Ops, Data Ops, Legal Ops, D'accord. Sales Ops, etc. C'est marrant. Et en fait, c'est vraiment l'équipe qui va s'assurer que le scale se fait dans des bonnes conditions, qu'on challenge notre manière de faire, nos contrats, nos standards, nos données, etc. Et du coup, on en revient un peu là, mais le scale, ça a été une phase assez difficile, mais c'est finalement assez bien passé parce que les équipes étaient bien constituées. Et parce qu'on pense avoir recruté les bonnes personnes pour les animer et les piloter. Et j'imagine qu'un truc qui doit pas être évident, c'est quand tu commences à avoir ce genre de traction, t'as aussi des opportunités qui se multiplient. Ouais. T'as un besoin de prendre beaucoup de décisions toi à ton poste, c'est pareil, chacun à son échelle, et de prioriser, parce que nous, t'as un risque de défocus qui est énorme. Complètement. Est-ce que le fait justement d'être aligné sur une mission, une culture, des valeurs, etc., t'aide dans ces moments où tu dois prendre beaucoup de décisions très vite? Ouais, en fait, c'est amusant. Je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ce qui était fatigant, ce qui était dur, c'était pas tant le temps de travail et les interactions au travail, etc., mais c'est la quantité de problèmes à gérer. Et en fait, le fait d'avoir une bonne mission claire, des objectifs clairs pour les équipes, un plan d'action clair, permet d'éluder peut-être 90% des problèmes. Parce que les gens se réfèrent d'eux-mêmes à leur mission et aux objectifs qu'ils doivent atteindre. Et c'est hyper simple parce que ça permet du coup, en tant que fondateur, de se concentrer sur des problèmes plus structurants ou des opportunités plus structurantes. Et pour revenir un peu à ta question initiale, qui est comment on s'adapte un peu dans cette phase de scale, à titre personnel, la difficulté que j'ai trouvée la plus importante, la plus significative, ça a été celle de se détacher de l'opérationnel au quotidien. De ne plus forcément parler autant aux clients, de ne plus forcément parler autant aux freelances, et même de perdre un peu la connaissance de ce qui se passe sur le terrain, pour pouvoir se concentrer plus sur des masses, des grandes problématiques, des problèmes communs à plusieurs clients, etc. Et ça a été c'est super dur, ça. Ça a été une phase très dure, surtout que moi j'aime énormément la vente, j'aime énormément l'interaction. Une personnalité assez qui s'énergise beaucoup du contact humain, et du coup ça a été une phase assez difficile, mais bon, j'en suis sorti et plus fort, je pense. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un un autre CEO qui est justement dans cette phase-là? En fait, c'est amusant. Moi, l'étape qui m'a permis de vraiment couper le cordon, c'est mon voyage de noces. En fait, je me suis marié cet été. Et je suis parti. Parce que là, t'as pas eu le choix de couper. Exactement. Et je suis parti 3 semaines en van. Du lieu du mariage jusqu'à Athènes. On pourra y revenir. Ok, super. Et en fait, pendant 3 semaines, j'ai vraiment fait le choix, sur conseil d'ailleurs du fondateur de Payfit avec qui j'avais pu discuter de ça. J'ai vraiment fait le choix de me couper complètement de l'activité. Mais complètement. T'as pas fait une crise d'angoisse au bout de 2 jours? C'est très dur parce qu'on est très curieux. On veut voir les nouveaux clients, les nouveaux freelances, les nouvelles features. On veut voir tout ce qui se passe. Et en fait, c'est très dur au début. Et puis, les jours passant, on s'y accommode. Et en fait, c'est hyper simple parce que quand on revient, l'entreprise a appris à marcher un peu plus d'elle-même, à fonctionner sans moi. Et mon rôle est davantage de maintenir un bon niveau de motivation, d'ouvrir des nouvelles perspectives, de proposer mon aide aux managers. C'est très amusant. Je suis passé d'un manager qui dit quoi faire à un manager qui est là plus pour aider ses équipes. Et d'ailleurs, j'ai pas toujours d'aide à apporter. C'est aussi ça qui est amusant. Et t'es presque facilitateur. Enfin, t'es là pour enlever les roadblocks pour ton équipe, quoi, et les obstacles. Et voilà, au lieu de dire fais ci, fais ça.
pour le coup, ça doit être très libérateur de voir que tu t'es barré 3 semaines. Exactement. Et tu reviens et la boîte, elle est toujours là, quoi. Exactement. mais du coup, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de couper 3 semaines au moment où il faut justement changer un petit peu de rôle pour un fondateur, de se forcer à le faire. Et c'est dans cette paradoxalement de le faire à un moment où la boîte a des besoins aussi. Parce que couper 3 semaines en août, quand il se passe rien, je pense que c'est plus facile. Ouais, exactement. Ouais, tu te mets moins en danger. Donc ce sera un peu mon conseil. Bon, pas forcément de partir en van, mais au moins de couper 3 semaines. Si vous montez une startup, il faut vous marier. Et partir 3 semaines en van. Non, mais effectivement, c'est assez révélateur sur le rôle du CEO qui change. Et du coup, pour toi, c'est quoi la prochaine phase là ? Comment tu la vois ? Bah nous, du coup, là, on est en 2023, on a une forte ambition sur l'augmentation de notre activité, l'atteinte de nouveaux métriques, le développement de nouvelles fonctionnalités. Si on les atteint, l'année pourrait se terminer avec une nouvelle levée de fonds qui nous permettrait d'accélérer de plus belle, d'envisager peut-être de manière plus structurée l'international, qui représente une part anecdotique de notre activité aujourd'hui. Et à ce moment-là, ce sera autant de nouveaux défis pour l'entreprise, de nouveaux recrutements, de nouveaux challenges aussi de culture. Bah oui, je m'étonne. Justement, parlons de ta levée et parlons de culture en même temps. Donc, tu as écrit 2 articles, je crois, dont un sur Tribes, dont on parlait juste avant off micro, où tu détailles vraiment le process de ta levée de fonds, la data room que vous avez construite, etc. Et pour le coup, j'invite tout le monde à aller lire, je mettrai en lien, parce que c'est plein d'enseignements. Et justement, est-ce que le fait d'avoir bossé mission, vision, valeur, à minima, est-ce que c'est quelque chose qui devient aidant au moment de ton roadshow, au moment de ton pitch devant les investisseurs? En fait, alors les investisseurs restent quand même des gens assez financiers qui vont dans les chiffres, qui vont dans le marché, qui vont décortiquer ça, mais ils ont toujours une lorgnette équipe. Ils vont essayer de bien comprendre qui sont les key people, donc les gens à responsabilité dans l'entreprise, pourquoi ils sont là, quelle est la complémentarité entre ces gens-là et fondateurs, quelle est la complémentarité au sein de l'équipe fondatrice. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sa culture et ses valeurs d'entreprise donne du corps à ces questions-là. Et rassure énormément les investisseurs quant à la capacité d'avoir une équipe qui tient la barre et qui est là pour les bonnes raisons, quoi. Bien sûr. Et est-ce que du coup il y a une notion de choix aussi de ces investisseurs-là? C'est peut-être moins le cas aussi, mais a priori c'est parti pour être de plus en plus le cas. Ouais. Est-ce que tu vas chercher des investisseurs avec qui il y a une certaine résonance, c'est-à-dire qui vont comprendre ta manière de fonctionner, qui vont la partager? Alors idéalement oui. Après il y a un contexte de marché qui fait qu'on choisit pas forcément surtout aujourd'hui les conditions exactement, je te l'accorde. et la typologie d'investisseurs. Il y a quasiment autant de fonds que de culture de fonds. Il y a des gens très intuitifs, il y a des gens qui sont très marché, il y a des gens qui sont très orientés équipe. Il y a des gens qui sont très orientés chiffres. Enfin, il y a vraiment énormément de types d'investisseurs, de culture d'investisseurs. Je dirais que c'est quasiment inconscient en fait ce choix d'une culture, d'un type d'investisseur. On l'a pas conscientisé, on s'est pas dit il nous faut un investisseur qui nous ressemble, etc. Mais en fait, dans la force des choses, dès lors que c'est une décision qui est bilatérale, je pense que ce truc entre en jeu. Le fonds qui va être séduit par Collective, c'est un fonds qui est assez intuitif, qui pense un peu comme nous, qui est très orienté futur du travail, qui a un ADN assez rêveur. Donc je pense que ce prisme-là entre en jeu, mais on l'a pas, si je fais un peu l'autocritique de notre levée de fonds, on l'a pas forcément conscientisé. Oui, monsieur, n'hésitez pas à faire les critiques de ta levée. Peut-être le coup d'après. Ce qui serait génial. Ouais. Pour le coup, je crois que vous avez fait rencontrer des super investisseurs. Alors, on a beaucoup ça c'est un autre point, on a beaucoup d'angels. T'as le fondateur de Stripe exactement, le cofondateur de Stripe, d'Intercom, de Blablacar. On a beaucoup d'entrepreneurs. On a aussi beaucoup de freelance. Ok. C'est bien ça. Des membres de nos collectifs qui peuvent du coup être intéressés au succès de l'entreprise. Génial. Puis d'un point de vue vision, ça nous permet de dire aussi qu'on est l'entreprise as a service partagée et détenue par ces collectifs.
c'est pour la com. Et puis on a des gens de notre entourage. Tu verras quel avenir ça peut avoir sur des tours de table série B ou C, quoi. Ouais, exactement. Mais pour autant, t'as quand même fait enfin, 7 millions, si je me trompe pas, c'est quand même un très beau site. Hein. Et c'est là que je reviens sur cette notion de fit, en fait, parce que alors vous, je sais que c'est pas le cas, vous avez fait cette super Atom, etc. Mais tu peux quand même en site balancer n'importe quel chiffre sur un BP avec toutes les projections que tu veux. Et globalement, tu as rarement quelque chose pour le baquer, au-delà de ta volonté de tester des choses, d'itérer, etc. Est-ce que justement, tu arrives à trouver des investisseurs qui sont réceptifs à ce côté qui est assez culturel chez vous aussi, si je me trompe pas? On teste des choses, on itère, on fait des... Enfin, tu lèves entre guillemets aussi pour ça. Ouais, complètement. Mais plus une boîte est jeune dans son développement, plus elle va pouvoir lever sur sa vision et non sa traction. Ou un mix des deux. Nous, la traction, en l'occurrence, elle venait plutôt étayer notre vision et montrer qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. La réalité, c'est que plus on va grandir, plus on va se développer, plus nos futurs investisseurs, je touche du bois, seront sensibles aux chiffres, à la rentabilité, à la marge, surtout dans un contexte de marché un peu étriqué, enfin un peu plus complexe où voilà, il faut montrer davantage de chiffres de ce point de vue-là. Un peu plus rationnel et exactement. Un peu moins porté sur le moonshot exactement. Et ce genre de choses. Je vois très bien. Alors pourquoi un autre aspect qui a jamais changé dans ton rôle, on parlait justement sur le point de départ, c'est cet article que t'as écrit. Alors, je sais pas si c'est comme ça que tu l'identifies ou pas, mais tu as un vrai côté build in public. Oui, on aime bien. Tu publies énormément, tu crées des articles, tu fais des podcasts, et je te remercie. Tu publies beaucoup sur LinkedIn. Pourquoi tu le fais et pourquoi tu choisis d'y consacrer le temps que ça prend? Parce que ça prend du temps, en réalité. En réalité, c'est pas très intéressé, mais j'ai appris auprès de beaucoup de gens. Hein. J'ai les gens avec lesquels j'ai travaillé en VC, mes premiers boss en startup chez SkillUp, mes premiers clients quand j'ai fait des missions en freelance sur Crème de la Crème au tout début de la plateforme, tous mes managers chez McKinsey, mes clients aussi chez McKinsey. J'ai énormément appris de gens. Je leur en suis reconnaissant. On pourrait peut-être faire un podcast à les nommer nominativement, les mentionner nominativement, exactement. Et du coup, je trouve que c'est un peu dans l'ordre des choses de partager un peu ce que j'apprends au quotidien. Et cerise sur le gâteau, c'est aussi une manière de donner de la visibilité au projet, de nous positionner comme un acteur qui participe un peu, qui fait bouger les lignes. Et du coup, moi, c'est un mode qui me plaît bien. Je trouve que ça permet d'avoir une communication qui est assez singulière, qui est assez qui intéresse les gens. Et qui est personnel. Et qui est personnel aussi. Parce que, du coup, au final, on parle agent, tu vois, on parle pas à collectif. C'est toujours compliqué de parler à une entreprise, je trouve. Tout à fait. Et ça, pour toi, est-ce que c'est un rôle du CEO de prendre la parole, ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux laisser faire à d'autres gens dans ton entreprise? Je fais un peu une réponse de Normand, mais c'est un peu les deux. Pour moi, un CEO doit incarner son entreprise, en être le premier porte-parole et vraiment porter les messages, la vision aussi loin que possible. Après, il y a des tempéraments. Tout le monde n'est pas forcément fait pour faire des posts LinkedIn ou des prises de parole en public. Il y a des gens qui sont plus dans le leadership d'opinion, dans le fait d'écrire des choses, dans le contact personnel. Donc, il y a plein de manières de communiquer, mais je reste persuadé qu'une des missions d'un cofondateur, d'un fondateur d'entreprise, c'est de vraiment être le porte-parole de son entreprise. Pour autant, moi je trouve hyper sain que la communication soit portée à tous les étages, que le head of produit, le head of marketing devienne un expert de son sujet, porte aussi des messages à travers son entreprise sur son expertise. Et j'ai par exemple eu un premier employé sur la partie marketing qui est Rémi, qui a aussi énormément que j'avais découvert sur LinkedIn en même temps que toi. Ouais, exactement. Et qui publie toujours beaucoup exactement. Sur LinkedIn. Écoute, je crois qu'à ce stade, on sent que tu as lancé une belle machine. Évidemment, il faut que tu exécutes. Évidemment, il y a plein d'obstacles que toi et moi, on anticipe à ce stade. C'est ce qui fait un peu la beauté aussi de ton aventure. Mais c'est quoi, pour toi, le rêve
où est-ce que tu veux amener Collective dans ton rêve le plus fou, tu vois? C'est marrant parce qu'on a eu justement un gros rendez-vous avec nos investisseurs pour définir ce qu'était le succès de Collective à l'échelle. Et le rêve le plus fou, c'est d'avoir créer un modèle, un modèle qui fonctionne à l'échelle, qui marche à l'échelle, qui attire des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'indépendants qui désormais travaillent en équipe, qui sont dans plusieurs collectifs éventuellement, qui ont aussi des missions en freelance sur le côté. Et donc ça, ce sera une mesure du succès. Et de la même manière, d'avoir créé un modèle qui est universel pour le monde dans l'entreprise, que des milliers d'entreprises externalisent des missions auprès des collectifs, et que ce soit un réflexe pour les entreprises de s'adresser à des collectifs indépendants. Et ce, au-delà des frontières, et ce, au-delà de notre réseau. C'est certain. Oui, du coup, j'allais te demander qu'est-ce qui manque pour ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quoi les jalons que tu vois à court moyen terme, parce que je pense que la preuve de ce modèle, tu l'as faite. Ouais. Ça fonctionne bien. Alors du coup, c'est quoi? C'est une priorité sur vous faire connaître, sur ouvrir des pays, sur comment tu vois la suite? Dans ce que il y a plein de tests. Alors. Effectivement, aujourd'hui, on a passé un cap, on est passé à un niveau, un nombre d'entreprises qui est devenu très important, etc. Pour autant, il y a encore des zones du marché qu'on n'adresse pas encore bien. Les entreprises plus type ETI, entreprises de taille intermédiaire, voire les grands comptes, n'ont pas forcément encore le réflexe collectif. Donc il faut essayer de pénétrer un peu plus ce marché. On n'est pas encore présent ou très peu à l'international. Ça va représenter 2-3% de notre volume d'affaires pour le moment. Par choix ou parce que c'est failli par choix, ouais. Par choix. On a été opportuniste sur l'international quand on avait des clients ou des collectifs internationaux et qu'on pouvait les servir via le produit. On l'a fait, mais on n'a jamais proactivement ciblé des géographies hors de France. Et ensuite, il y a encore une question d'échelle. C'est 2000 clients, c'est très bien, mais est-ce qu'on serait capable d'en faire 10 000, 20 000, 100 000 dans les prochaines années? Idem pour le nombre de collectifs. Est-ce qu'on arrive à maintenir un niveau de qualité et d'exécution dans le produit, dans notre marketplace, si on connaît plus du tout nos collectifs, qu'il y en a tellement qu'on sait plus où ils sont, on sait plus ce qu'ils font, etc. Tu as une notion d'objectifier ça, parce que j'imagine que tu as joué le matchmaker pendant un moment. Ouais, exactement. Sur ça, entre ces demandes clients et collectifs qui n'avaient pas ce que tu les connaissais. Exactement. Ce qui va devenir de plus en plus compliqué, ou alors tu es obligé d'avoir une partie un peu moins scalable de ta boîte où tu vas embaucher des gens pour faire ça. Exactement. Et alors il y a ces choses-là à prouver, donc plus une question encore d'échelle, un cap encore à passer de ce point de vue-là. Il y a plein de choses à faire dans le produit. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 50% du flux, du flux client qui vient des collectifs. D'accord. Donc qui est importé par les collectifs dans le produit au titre du service qu'on peut rendre sur la facturation, l'administratif, la gestion du paiement, en etc. termes de business model, tu prends pas de REM pour ça? Non, on est toujours à 0%. On explore des options de monétisation variable ou fixe par projet. On réfléchit à des choses, mais on est toujours très accommodant sur le pricing parce qu'on est dans l'optique de créer toujours beaucoup plus de collectifs plutôt que de songer à la monétisation. C'est plutôt un enjeu de viralité, voilà, il y avoir beaucoup de monde qui travaille avec toi. Surtout que j'imagine que tu te rémunères aussi côté marketplace par les clients. Oui, voilà. Exactement. Donc, complètement. Exactement. Donc pour le moment, c'est la principale ligne de revenus, c'est la marketplace. Et dans l'année qui vient, on va avoir un travail colossal à faire sur le produit pour amener encore plus de services, permettre au collectif de faire encore plus de choses, qu'on gère par exemple bien les revenus. Est-ce qu'on pourrait pas gérer les dépenses, gérer tout ce qui est un peu mieux, tout ce qui est gouvernance, cooptation des collectifs. Le sujet, ça beaucoup. Donc il y a des gros sujets là-dessus. Peut-être aussi réfléchir à des choses comme la facturage, permettre au collectif d'être payé à la fin de sa mission, que les clients ont payé ou non. Ce qui est encore une autre activité complètement différente. Et là, tu trouveras beaucoup de gens qui seront preneurs, je pense. Oui, exactement. Mais du coup, on réfléchit à beaucoup de choses, on teste aussi beaucoup de choses, mais pour répondre à ta question initiale, on va avoir pas mal de chemins et de choses à prouver sur le volet produit par ailleurs. Et en termes d'équipe, est-ce que toi tu sais,
est-ce qu'un jour tu te diras, j'ai créé l'équipe que je veux, enfin je sais à quoi je veux que ça ressemble. Vraiment, c'est quoi le fonctionnement de rêve dans ton entreprise de rêve, quoi? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est pas une question facile. Je dirais que l'équipe qui me fait rêver, il n'y a pas forcément un nombre d'employés. Non, bien sûr. Mais c'est une équipe qui permet de traiter tous les sujets avec passion, avec énergie et avec niveau de qualité, qui est toujours embarqué par la vision, la mission de collective, qui se réveille le lundi matin en ayant vraiment le sentiment d'inventer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est un premier aspect. Le second, c'est d'avoir à tous les échelles des gens qui ont une vraie expertise, une expertise fraîche. Et ça, c'est un peu la devise dans le recrutement, mais c'est recruter des gens qui sont meilleurs que soi sur un sujet, mais de continuer à avoir vraiment ce réflexe-là, d'aller chercher des gens qui sont très experts de leur sujet, qui ont vraiment un goût d'apprendre et de réapprendre les choses. Une équipe, eu égard à nos valeurs d'entreprise, mais où il y a de la diversité, où il y a des gens qui sortent un peu de l'ordinaire, pas que des clones, des gens qui se ressemblent. Donc c'est ce fameux look for difference. Et un dernier point de notre culture qui est fondamental, qu'on résume souvent par le petit slogan Make it fun, c'est d'avoir qu'on s'éclate, quoi. En fait, l'entreprise, c'est une aventure humaine avant tout, et ce qui fait qu'on a réussi, c'est qu'on s'est aussi bien amusé. Et moi, j'ai envie qu'on garde ça aussi longtemps que possible. Et pour moi, une équipe qui coche toutes ces cases, quelle que soit sa taille, ce sera un succès. Je vois très bien. Et pour finir de resserrer cet entonnoir, toi personnellement, qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi les drivers qui font que tu continues à courir? Et est-ce que tu penses qu'il y a un jour où tu pourras te dire, là je suis arrivé, je suis content de moi? Ouais, moi il y a plein de choses. Tu l'as vu un peu dans mon parcours. J'ai pas mal j'ai fait pas mal de trucs un peu différents. J'ai presque un côté un peu girouette que j'essaye de... Je dois pas forcément dire comme ça, mais c'est vrai que tu vois, t'as beaucoup expérimenté, et là tu te projettes sur du long terme. Ouais, exactement. D'autres drivers et d'autres mécaniques pour toi. Exactement. Mais du coup, moi, le driver... le driver dans l'aventure, c'est beaucoup le fait d'avoir des nouveaux sujets, des nouveaux projets, de passer des nouveaux caps, d'avoir et puis ça peut être à des échelles très différentes. Ça peut être aussi des nouveaux clients, une nouvelle typologie de collectif. Typiquement, on a vu récemment des freelances former un premier collectif d'architectes, designers d'intérieur. Oui, t'as vraiment de tout en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, ça, pareil, c'est des joies, c'est des nouvelles questions qu'on se pose au quotidien. Évidemment, ouvrir une nouvelle géographie, ça sera aussi un truc qui va m'enthousiasmer. Faire venir des nouvelles personnes, tout ce qui est un peu trait à la nouveauté me procure beaucoup d'énergie. Avoir le sentiment qu'on avance. Donc je suis aussi très enivré par la croissance, la vitesse, et ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur et qu'il va falloir conserver, surtout vu les ambitions qu'on se donne pour l'année 2023. Mais je dirais que c'est principalement les deux éléments qui, à titre personnel, me donnent de l'énergie le matin. Ouais. Ouais, c'est super. Et puis évidemment le troisième élément, mais qui va de soi, donc j'ai pas mentionné directement, mais c'est les gens, c'est de me dire, je me lève le matin pour voir des gens que je kiffe, avec lesquels j'ai une très bonne relation, avec lesquels j'aime travailler, etc. Et ça, c'est un énorme plaisir, quoi. Et c'est ce que tu permets finalement aux adeptes qui bossent en collectif de faire. Exactement. Typiquement, je sais que je serais pas resté indépendant aussi longtemps. Mais exactement. Si j'avais pas rejoint un collectif. C'est juste trop dur d'être seul, quoi. Et tu vois à quel point les marqueurs de notre culture d'entreprise sont aussi un peu ceux de la culture d'un collectif. Un des fondements du collectif, c'est je choisis mes coéquipiers, je choisis les gens avec lesquels je travaille sur mes missions. Et ça, pour nous, c'est aussi fondamental dans la collective, quoi. On a un peu un collectif, nous aussi, quoi. C'est marrant, tu vois, ça m'inspire une nouvelle question. C'est au final, tu t'es pas structuré en collectif d'indé, t'as construit une vraie structure. Et
un des sujets que tu peux avoir en tant que collectif, c'est la question, tu peux te poser la question de la scalabilité de ce modèle-là, qui en théorie est quasiment illimité parce que tu n'as aucun coût fixe et plus tu mets d'un dev dans ton collectif, plus tu vas grossir organiquement. Et à l'inverse, est-ce que pour toi, c'est un format justement qui peut avoir vocation à se développer et à faire... Est-ce que tu peux avoir des grosses ambitions en tant que collectif ? Ouais, en fait, c'est intéressant parce que déjà, on manque encore un peu de recul pour répondre de manière très très assertive à cette question. Il y a un truc que je trouve intéressant là dans les derniers mois, c'est que les indépendants qui veulent générer plus de revenus en collectif peuvent avoir tendance à créer plusieurs collectifs. Je vois des indépendants qui sont maintenant dans 5, 6 collectifs. C'est intéressant comme tendance. Sur des activités différentes ? Ouais, complémentaires. Okay. Tout à fait. Donc, je vais faire un peu de coaching, de formation sur ce collectif-là. Je vais faire plutôt des projets contenu marketing sur ce collectif-là, des projets plutôt outbound sur ce collectif-là. Plutôt que de faire une seule bannière où tu fais un peu de tout, quoi. Ouais, exactement. Et donc ça pourrait être une manière de scaler de scaler. Et après il y a on voit aussi des nouveaux modèles de rémunération chez des collectifs qui arrivent à se rémunérer plutôt à l'abonnement, qui vont vendre de l'abonnement à des clients. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on est en exploration permanente. Il y aura forcément des collectifs qui se structureront sur un format d'entreprise un peu plus traditionnel. Probablement. Il y aura peut-être des collectifs qui resteront aussi très très indépendants, avec des gens qui continueront à avoir 50% de leur mission en freelance. Et ça, l'avenir nous le dira. Et une dernière question, peut-être tu parlais justement de cette perspective d'ouvrir des nouveaux pays, une nouvelle géographie. Pour toi, ta culture entreprise, est-ce qu'elle a une portabilité si tu vas à l'international, par exemple, je sais pas, si tu vas aux US, parce que j'imagine que c'est forcément un marché que tu vas regarder vu la taille, la capacité d'avoir du travail indépendant et l'écosystème qu'il y a là-bas, mais ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'UK, l'Espagne. Ouais. Voilà, est-ce que ça se porte bien à l'étranger, une culture ? Alors, du coup, au niveau interne, je pense que oui, parce qu'on a déjà des employés qui ne sont pas français. On a même des employés qui ne parlent pas français. Et du coup, on a posé la culture on a fondé la culture de l'entreprise sur ces bases-là et de manière à ce qu'elle soit inclusive sur le langage, sur les origines, etc. Ok. Tu fais comment concrètement ? Tu fais tout en anglais ? Tout en anglais. Okay. Ouais. Enfin, tout ce qui est communication globale. Ouais, langue de travail. Exactement. Okay. Après, moi, dans mes équipes, je pense à une personne qui ne parle pas français, du coup, avec laquelle on interagit même sur des sujets plus techniques, complètement en anglais. Okay. Tout à l'écrit, tout est anglais. Donc, je pense que notre mode de travail, notre culture se transposera bien en interne à l'international. Sur le modèle du collectif, la culture du collectif, il y aura probablement des petits ajustements. Aux États-Unis, on parle plus de Flash Teams, de Liquid Teams, de Teams, de Freelancers Teams, peut-être un peu moins de collectives. Du coup, il y aura des ajustements un peu dans le narratif, dans l'histoire qu'on raconte. Il y aura probablement aussi quelques ajustements dans le produit. Ok. Mais de manière générale, l'international est une opportunité forte pour les collectifs, pour créer des collaborations transfrontalières, des équipes distribuées, des équipes distribuées, des possibilités de nearshore, d'offshore, d'avoir des équipes un client américain, puis je vais travailler avec un collectif en Asie. On commence déjà à avoir un peu ces trucs-là, mais bon, un niveau anecdotique, c'est les 2-3% de volume d'affaires dont je parlais. Mais pour nous, l'international, si on le traite bien, va être une opportunité, je pense, considérable. Et c'est peut-être là que du coup ton rôle va shifter d'un rôle où tu viens t'adosser et rendre plus facile une tendance qui existe déjà, la tendance des collectifs typiquement en France, quelque chose qu'on voit, carrément un enabler, tu vois, sur ces nouveaux modes de travail complètement distribués, à une échelle peut-être plus internationale, plus globale. J'attends de le voir parce que ça serait vraiment passionnant. Ouais, complètement. Passionnant à regarder. Écoute, merci beaucoup Jean. J'ai une dernière question qui est traditionnelle sur ce podcast. Ce serait, quel est le conseil que tu donnerais à un autre entrepreneur, à un autre CEO qui hésite à prendre le temps de travailler sur sa culture entreprise? C'est que s'il se pose cette question-là, il est déjà trop tard. Très clair. Pour moi, c'est la question de la culture, elle se pose au moment où on lance sa boîte. Et la première question, c'est avec qui je veux bosser, qui sont les gens qui vont me compléter.
Il y a un exercice qui est intéressant, c'est si on s'associe avec une personne ou deux, qui est un peu le format qui domine dans le monde des startups, s'asseoir une journée, voire un week-end, et vraiment parler que de culture, quel est le style de boîte que je veux monter, des questions très très pratico-pratiques, très pragmatiques. Comment je veux m'adresser à mes employés, quel est le style des bureaux dans lesquels je veux travailler, quel est le rapport au travail que je veux avoir, et en fait c'est des questions qu'il faut se poser, mais le premier jour, quoi, le premier jour d'une création d'entreprise. Et bon, c'est peut-être j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais ce serait le conseil que je donnerais à tout entrepreneur qui songe et qui envisage de réfléchir à ce sujet-là. C'est génial. Merci beaucoup, Jean. Merci. C'était un plaisir. Vincent. Et puis à bientôt. Carrément. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.